Dans un monde plongé dans le désespoir et la noirceur. Dans une société en prise au trouble et au désordre. Deux Gugus avec un micro ont trouvé la solution à tous les maux de la vie. Parler de leur plus grande peur. Celle des autres. Mais avant ça, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Écoute, ça va super bien, Karna. J'espère que vous aussi, vous qui nous écoutez, vous allez bien. Comment ça va, toi? Bah écoute, comme quelqu'un qui s'est levé à 5h du mat hier et qui a toujours pas remboursé sa dette de sommeil. Oh, putain, ouais. Moi, j'avoue que c'est un peu l'inverse. Ça y est, je suis en vacances. C'est terminé. Alors, je vois une porte derrière toi. Ouais. Peux-tu la prendre, s'il te plaît? Et ma grande gueule avec? Exactement. Ok, c'est bien, on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, puisqu'aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau dont on parle beaucoup en ce moment avec les élections européennes qui arrivent, et de manière générale dans la politique. Il s'agit de la peur de l'autre. Eh oui. Oui, Voilà. parce que la peur de l'autre, c'est un terme qui renvoie à deux choses. Premièrement, l'autre, qui est un terme très large, Exactement. qui a été étudié en philosophie dès l'apparition de celle-ci, on y reviendra. Et de l'autre, peur, c'est une émotion donc, ce qu'on relie aux passions. Ouais. Passion qu'on a étudié là il y a 2 semaines avec l'épisode pulsions. sur les pulsions, justement. Donc comment maîtriser les pulsions que l'on a face à quelqu'un qui n'est pas nous, eh bien c'est ce qu'on va essayer de Décortiquer aujourd'hui. Et pour commencer, mon cher Max, j'ai une petite question pour toi, comme d'habitude. J'ai sorti le buzzer, je suis à toi. Dis-moi tout. Très bien. Est-ce que tu as peur des autres, toi? Fut un temps, oui. D'accord. Oui, parce que gros problème de confiance en soi, etc. Donc c'était pas une peur agressive, j'en voulais pas aux autres, mais au contraire, j'avais peur que les autres soient agressifs avec moi. Et donc, ouais, j'avais peur des autres. Aujourd'hui, bien sûr, ça s'est calmé. Mais c'est vrai que c'est un comportement assez paradoxal, parce que de la peur des autres, au final, on finit tout seul. Et ça alimente cette peur. Et c'est un cercle infini. Bah, c'est ça, surtout qu'en plus, alors moi, pour le coup, j'éprouve pas de la peur à proprement parler, mais plutôt de la méfiance. Ok. Et c'est plutôt la conséquence de mes expériences. Dans le sens où, à titre personnel, moi, j'évolue de manière assez paradoxale, dans le sens où je ne suis pas totalement en phase avec le monde, j'évolue plutôt en parallèle de celui-ci. Enfin, j'ai toujours ressenti ce sentiment d'être en décalage par rapport à autrui. Et du coup, j'ai toujours eu cette méfiance par rapport à autrui, par rapport à ce qu'il était susceptible de venir confronter chez moi. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pas forcément le fait qu'il puisse me faire du mal, donc ça, oui, et j'ai envie de te dire que c'est presque inconscient et conscient à la fois. Mais j'avais surtout peur de ce que l'autre pouvait venir déranger chez moi. D'accord. Oui, donc il remettait en question un certain confort. C'est en tout ça. cas, un environnement. C'est ça. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as dit en début d'épisode, donc la peur de l'autre, on va s'attarder sur 2 termes, la peur et autre. Et pour commencer, la peur, justement, qui va très certainement être l'un des fondements, en fait, de notre fonctionnement à proprement parler en tant qu'être humain. Puisque la peur, c'est un état affectif qui est plus ou moins durable. Tu peux le ressentir de manière très ponctuelle, comme tu peux le ressentir de manière sur le long terme, qui peut débuter par un choc émotif. Donc, par exemple, tu t'es fait agresser dans la rue, ça va déclencher chez toi une peur panique de personnes, de certains
objets. Tu t'es fait renverser par une voiture, tu peux avoir peur des voitures. Tu t'es fait taper tu t'es pris un coup de cul par un cheval parce que tu t'es rapproché trop près, bah, tu peux déclencher voilà. une phobie des chevaux. Bref, en fait, qui peut aller jusqu'à l'angoisse. Ça va créer chez toi une forme d'appréhension et ça peut t'emmener jusqu'à l'angoisse panique. Très désagréable comme sensation. Et généralement, tu peux même avoir des symptômes physiques Oui. qui vont se transformer en troubles. Et donc, tu vas devenir livide, blanc, comme un linge. Tu peux trembler, tu peux être paralysé, tu peux être totalement désordonné dans tes mouvements, tu ne contrôles plus rien. Et surtout, en fait, la peur, elle accompagne en fait une prise de conscience ou en tout cas de la représentation d'une menace ou d'un danger qui peut être soit réel, soit être totalement imaginaire. Ok. C'est donc ça la peur? Parce que moi, j'ai pas peur, en fait. J'ai peur de rien. Donc je découvre, en fait. Merci pour... Cet homme est une page blanche sur laquelle il faut écrire son histoire. mais bien évidemment. Moi, j'ai grandi dans la rue, d'accord? Ouais, J'ai peur de rien. Ouais, alors là, ta rue, je la connais. Effectivement, il y a moyen de pas avoir peur de grand chose. Oui. Bah, à part le cheval, quoi. Voilà, ou peut-être le papy du coin, je ne sais pas. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, la peur, c'est ça. Et généralement, on va lui accorder plusieurs synonymes, donc la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, la terreur, enfin bref, la frousse, la pétoche, la trouille, enfin bref, ce que tu veux. J'aime beaucoup que CNRTL ait vraiment mis la pétoche, la trouille. Attention, j'ai les jambes qui flageolent. C'est ça. Et donc, vraiment, pour le coup, la peur, c'est un état émotif qui va rentrer en résonance avec un danger, qu'il soit réel ou imaginaire, en gros. C'est comme ça qu'on pourrait résumer la peur. Et l'autre mot, l'autre pilier de ce que l'on va étudier aujourd'hui, bah, justement, c'est l'autre. Et donc, l'autre, c'est ce qui va nous permettre de distinguer, de nous différencier par rapport à une première partie qui va être donnée ou connue, servant de point de référence. Tu es autre par rapport à moi, je suis autre par rapport à toi. Il y a une dimension, et ça on y reviendra par la suite, on l'a vu avec Parménide, il y a l'être, donc moi, et ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire le non-être. Et justement, bon, c'est plus complexe que ça, et Parménide justement va être critiqué par la suite, mais on peut déjà voir l'autre comme le non-être. Exactement. Pas dans la négation de l'existence, mais comme la personne qui n'est pas moi, qui ne partage pas ce qui me définit. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque on a fait les recherches, en tout cas moi, lorsque j'ai participé à la conception de cet épisode, j'avais cet a priori de la peur de l'autre qui était liée au racisme, à la xénophobie, etc. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie phobie. Ah ouais, ok. Ouais, que l'on appelle l'anthropophobie. D'accord. L'anthropophobie, qui est également appelée la phobie des relations interpersonnelles ou également phobie sociale. Et c'est une crainte pathologique des gens et de la compagnie des gens. D'accord. Donc on est sur une peur sociale. Exactement. On est vraiment sur une peur sociale qui peut se manifester par le désir d'éviter la société et c'est considéré comme une sorte de phobie sociale. Je pense que nos amis hikikomori en sont atteints. Bah oui, par exemple, effectivement. Par exemple, je pense que ces gens-là ont une forme d'anthropophobie. Par exemple. Ah, tu vois, je connaissais pas du tout. Mais moi non plus. On en apprend tous les jours. Eh ben comme quoi, c'est fou. Ce podcast dit des trucs pas mal quand même. Hein. C'est dingue. Et donc, en fait, l'anthropophobie, et pour le coup, je m'arrêterai là parce que c'est pas forcément le cœur de notre épisode aujourd'hui. Là, pour le coup, on est sur un trouble panique. D'accord. On n'est pas vraiment sur les a priori que moi j'avais ou que toi tu pouvais avoir lorsqu'on travaillait dessus, qui sont liés à une peur basée sur un danger qui peut être imaginaire. Oui, c'est ça. On n'invente pas quelque chose. Là, c'est plus la peur de l'autre en tant que fonctionnement, en tant que société, à nouveau. C'est-à-dire se confronter à quelqu'un d'autre que moi. C'est exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment une peur de se retrouver au contact des gens, tout simplement. D'accord, ok, ouais. C'est genre vraiment, t'es très bien tout seul et tu veux rester tout seul. Les gens te font peur. Non, c'est voilà. Tu restes dans ta bulle. Ok.
Très bien. Bon, non sans transition, on va continuer. Puisque la peur de l'autre, on l'a vu avec cette définition, en fait, c'est un problème assez compliqué. Parce que peur, très bien, c'est les pulsions, c'est le rejet, c'est un trouble, etc. D'accord. Mais l'autre, on peut autant le relier, donc, comme on l'a vu, à ce qui n'est pas moi, mais aujourd'hui, pour des soucis de compréhension, pour des soucis de clarté, on considérera l'autre comme une personne. Autre peut être synonyme d'autrui, bien que ce soit un peu plus compliqué, et on aura l'occasion d'en parler sur l'épisode sur l'autrui, justement, qui sera le dernier épisode de cette saison. Et donc, l'autre, l'autrui, c'est une question compliquée qui a été étudiée dès le départ de la philosophie. Par exemple, Platon, dans le Sophiste, considère que l'autrui, c'est l'un des 5 grands genres de la dialectique. En fait, l'autre, faut l'interpréter comme l'idée de la relation. C'est-à-dire que l'autre, par exemple, met en relation l'être avec le mouvement, le repos ou la mêmeté. Comme l'évoque le philosophe, en fait, l'autre, ça permet de différencier une chose de ce qu'elle n'est pas. C'est introduire l'altérité. Par exemple, et donc on l'a vu, il y a l'être et le non-être, le beau et le non-beau. Le chauve et celui qui a des cheveux. Tu vois la porte que j'ai prise tout à l'heure? Voilà. Tu prends la même. le chauve, celui qui a des cheveux, donc. Mais du coup, l'autre, c'est celui qui marque une différence avec moi. En fait, dans le sens où je ne suis pas lui et il n'est pas moi. Ouais. Et donc, fatalement, puisque je ne maîtrise pas les actions de celui qui n'est pas moi, eh bien, je me mets à douter. Non pas dans un sens négatif, mais je me place à l'extérieur de celui-ci et je me pose des questions, je doute. Et comment puis-je lui accorder ma confiance? Comment puis-je être sûr que ce qu'il va faire ne va pas, moi, me faire du mal? C'est ça. Et donc, justement, cette question du rapport à l'autre, du rapport de confiance avec celui-ci, eh bien, ça fait écho à l'apparition au XVIIe siècle d'une pensée anthropologique des passions qui voient le rapport affectif comme un rôle essentiel dans l'action et l'individu. Par exemple, pour Spinoza, j'appose mes sentiments sur l'autre en l'imitant, donc ma relation avec l'autre est déterminée par l'imitation. Hume, lui, parle de sympathie comme un processus contagieux d'individu à individu. Il paraît que le rire se communique, hein. Oui, alors justement, je te conseille de lire Bergson, non, de prendre des livres qui expliquent les explications des explications de Bergson. Putain, c'est l'inception de l'explication, ton truc. Ouais, non mais parce que Bergson est incompréhensible, c'est pour ça que je l'adore. Mais Comme Platon. justement, qui a étudié comme Platon, mais justement qui a étudié le rire comme une chose très sérieuse. Mais donc voilà, on a parlé d'imitation, on a parlé de sympathie ou autre, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la peur. Parce que forcément, quand je doute, il peut y avoir un sentiment d'inquiétude. Parce qu'il y a l'inconnu. À nouveau, l'autre, c'est celui que je ne maîtrise pas. Donc forcément, il y a un inconnu, il y a un horizon indéfini, et donc apparaît la peur de celui que je ne comprends pas. Autrement dit, je commence à avoir peur de l'autre. Dès lors, on l'a vu, la peur, c'est une pulsion, donc c'est une force qui peut nous diriger, et elle peut être destructrice. C'est ça? Ouais, la peur, elle peut être destructrice pour plein de raisons. Plein de raisons, on va en survoler quelques-unes. Par exemple, en fait, la peur, si elle est trop forte chez toi ou chez moi, elle peut prendre la place de la raison. C'est-à-dire que, en tant qu'humain, il paraîtrait que notre cerveau est divisé en 3 parties. Donc, le cerveau de la raison, le cerveau émotionnel et le cerveau reptilien. Et en fait, donc tout ça est censé fonctionner plus ou moins bien. Et la peur qui, elle, appartient plutôt au cerveau des émotions, au cerveau émotionnel, si elle prend trop de place, eh ben elle va prendre le dessus sur tout le reste. Et donc tu vas perdre pied, en fait, tout simplement. Ouais. Et donc tu vas te laisser guider par cette impulsion qui peut te mener à des actions que tu peux regretter. Hein, on le voit assez régulièrement, typiquement une personne qui dit « Je ne comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça, j'avais peur, je ne sais pas du tout pourquoi j'ai réagi comme ça. »
Et donc, t'as pas eu de raison, t'as pas eu d'argument pour... C'est ça. Ouais. T'as pas argumenté ton action, on va dire. Exactement. Et en fait, Comière, dans La peur de l'autre et haine de soi, l'identité en question, aborde justement la thématique, aborde le sujet, et il explique que la passion, lorsqu'elle est présente, remet en cause tout argument raisonné. Donc c'est ce que je te disais. Dès que la passion elle est là, la raison, c'est Walou, il y a plus personne, elle est en vacances. La personne qui a peur s'en tient à ses préjugés, et ça c'est une notion qui est hyper importante, la notion de préjugé, en refusant de remettre en doute ses représentations. Donc, qu'est-ce qu'un préjugé ? Un préjugé, c'est une idée déjà faite, déjà conçue. Donc, lorsque la personne a peur, elle se raccroche à ce qu'elle connaît, à ce dont elle pense être sûre, à ce qu'elle conçoit comme étant une vérité absolue, et elle refuse de mettre en doute tout ça. J'ai raison, point. Il n'y a pas d'autre... voilà. C'est une vérité d'apparence en soi. Ouais, complètement. Et en face, tu peux avoir la personne raisonnée qui va argumenter pour essayer de réduire cette peur, voire de la faire disparaître. Sauf que lui, pour le coup, il va avoir l'exigence de la preuve. C'est-à-dire qu'il va devoir prouver que ce sentiment de peur n'est pas logique, à proprement parler. Donc lui, il n'a pas peur, mais par contre, il va faire l'effort d'essayer de préciser ce qui n'est pas clair chez celui qui a peur pour éviter justement que cette pulsion prenne le dessus. Ouais, dans le texte de Comière, qui reprend Castoriadis, il met en opposition la personne qui a peur et celle qui n'a pas peur. Et celle qui n'a pas peur en fait deux idéotypes. Et donc effectivement, celui qui argumente, c'est pas tant qu'il essaie d'expliquer à l'autre qui a peur en quoi il a tort. C'est plus que son comportement est basé sur la raison, et donc celui qui calcule ses actions, etc., ne tient pas compte de ses pulsions, ou en tout cas ne se laisse pas déterminer par une force imprévisible, mais au contraire la raison qui est une pensée mathématique. C'est ça. Et il explique très bien, parce qu'il dit, d'un côté, donc, on va avoir la peur qui va forcer l'individu qui a peur à se replier sur lui-même pour se protéger, à se mettre dans une coquille pour se protéger. On s'enferme. Je ne vois pas le mal ne me voit pas, je suis enfermé dans ma coquille, il y a rien, c'est bon, tout va bien. De l'autre, il y a celui qui n'a pas peur, ou la personne qui n'a pas peur, qui va représenter l'ouverture, en fait, vers l'extérieur. Donc, au final, l'ouverture sur l'extérieur, pour celui qui a peur, va représenter un risque pour son intégrité et pour sa propre vie. Bah oui. Voilà. Il va vers l'inconnu. Il va vers l'inconnu. En avant, moussaillon, en avant. Mais lorsqu'on parle de peur, on peut facilement imaginer une personne complètement désorientée, complètement gouvernée par la peur, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Ceux qui sont totalement mus par leur passion sont en réalité relativement rares, ou en tout cas, ce sont plutôt des événements qui sont assez anecdotiques. Et au même titre, il n'y a pas des personnes qui sont totalement raisonnées. Moi-même, et je pense que toi non plus, nous ne sommes pas des personnes totalement raisonnées. Il y a des événements dans nos vies dans lesquels nous allons être mus par nos passions respectives. Bah à nouveau, comme on l'a dit, que ce soit celui qui a peur ou celui qui a l'exigence de la preuve, ce sont des idéotypes au sens de Max Weber, c'est-à-dire des catégories qui représentent un certain fonctionnement. Mais forcément, nous sommes la confluence de Exactement. De toutes ces et surtout, nous avons tous et toutes nos propres clichés, nos propres préjugés, nos propres idées reçues, ce qui va nous mener, d'une certaine façon, à un moment donné, à rejeter l'autre, quoi qu'il arrive. Typiquement, moi, je rejette beaucoup les vieux. Voilà. D'accord, ok. Inattendu. Qui me fatigue, je n'en peux plus. Non, plus sérieusement, par exemple, moi, je vais avoir tendance à rejeter justement les personnes qui ne lisent qu'un certain type d'œuvre, parce que j'estime qu'elles vont manquer d'ouverture d'esprit. Donc ça ne m'intéresse pas. Au même titre, je vais avoir tendance à rejeter les personnes qui ne jurent que par un seul sport. Ouais. Bah des personnes enfermées. Enfermées. À nouveau, ces personnes dans la coquille, quoi. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Par exemple, il y a plein de trucs comme ça, on a tous nos propres rejets, c'est personnel. Le but étant de réussir à vivre ensemble, bien évidemment. Mais du coup, la peur dans tout ça. Et la peur, j'ai peur. La peur, en fait, elle vient du fait de se confronter à la fragilité de son identité. Qui suis-je ? Et qu'est-ce que l'autre va venir détruire chez moi qui va, en fait, contrarier mon identité ? Bah ouais, c'est ça, il remet en question qui je suis, en fait. Parce que je me confronte à quelqu'un qui n'est pas moi.
Bien évidemment, mais le truc c'est que lui aussi se confronte à toi, Bah oui, en sachant que tu n'es pas lui. bah oui. Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, fin de l'épisode. Allez, à la semaine prochaine. Mais pour avoir un exemple un peu plus concret, on va parler par exemple de l'identité nationale. Comière reprend Arendt et montre que la pensée raciale allemande, attention, sujet qui peut fâcher, voilà, la pensée raciale allemande vient de l'incapacité politique d'unification de l'Allemagne. À l'époque, hein. À l'époque, oui, Oui, à oui, l'époque. à l'époque. D'ailleurs, je rajouterai une anecdote. À l'époque, si je vais l'appeler H, si H a été élu, c'est parce qu'il avait fait des promesses politiques qui permettaient de nourrir les espoirs du peuple allemand. Bah, justement, pour l'identité nationale allemande, à l'époque, c'est l'idéologie, donc l'appel aux pulsions, qui a supplanté la politique. Et du coup, toute l'identité du pays en 1930 vient du fait de rejeter l'autre, de Tout à fait. nourrir une peur qui va s'étaler sur tout le pays et bien plus encore, malheureusement. Faites gaffe, on n'en est pas loin. Ouais, malheureusement. Ouais. Mais surtout, en plus, donc là, il y a cet exemple-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Comière, donc, comme l'a dit Maxime, parle de Castoriadis, qui, lui, évoque un truc assez intéressant. La haine des autres serait profondément liée avec la haine de soi. Nous refusons ce qui est étranger, ce qu'on ne maîtrise pas, parce que justement, on ne l'a pas, ou parce qu'on l'a et qu'on ne l'aime pas, etc., etc. En gros, la peur de l'autre se transforme en haine pour hiérarchiser, entre guillemets, légitimer, toujours entre guillemets, notre position par rapport aux autres. Ouais. Ceux d'en face de moi sont dégoûtants, mauvais, moches, etc. Et pour Castoriadis, en fait, l'altérité en soi n'existe pas réellement. Nous sommes toujours poussés à juger l'autre comme inférieur d'une manière ou d'une autre, ou supérieur, parce que la haine des autres, parce qu'ils nous sont supérieurs, existe aussi. Justement, Castoriadis dit bien que on pourrait considérer l'autre comme une personne à égal ou une personne supérieure à moi, mais forcément, puisqu'il y a l'autre et qu'il y a de plus en plus une disparition de l'institution des sociétés, non pas en termes d'état ou de structure, mais bien en termes de relations interpersonnelles, eh bien, à travers la peur, la haine de soi fait qu'on viendra toujours à rejeter, à hiérarchiser, inférieurement parlant, les autres par rapport à soi-même. Ce qui explique beaucoup Typiquement, de choses, du coup. On en revient, l'Allemagne en 1930 base toute cette logique avec une hiérarchisation qui pousse les autres populations à être inférieures à elles-mêmes. Et du coup, justement, Castoriadis, à travers l'explication de Philippe Comière, développe le fait que, avec la disparition des collectivités intermédiaires signifiantes, les relations interpersonnelles, les associations, bref, les structures à petite échelle, qui permettent aux populations, aux personnes de s'identifier plus facilement, eh bien, aujourd'hui, on se concentre seulement sur des institutions valises comme la religion, la nation, ou, et malheureusement, on en arrive à des problèmes de racisme, la race, dans un sens sociologique. Des guillemets, s'il vous plaît, des guillemets. Sortez les guillemets. Bien sûr. Mais effectivement, de grandes institutions, on en vient à développer un manque de relations qui crée la peur parce que justement, on maîtrise de moins en moins, on ne connaît de moins en moins. Ouais, c'est le petit poisson dans l'océan qui sait plus où il est, quoi. Exactement. Et donc, pour nous expliquer justement cette relation institution-valise qui crée la peur chez l'autre, enfin, qui crée la peur chez moi de l'autre plutôt, tu voulais nous parler de Centaure. Ouais, tu pourras mettre un bruit de chevaux qui courent, s'il te plaît. Oui, je voulais parler de Centaure, de chez Glénat, qui est une série très méconnue, alors que c'est un véritable bijou. C'est une pépite. Je connaissais pas du tout personnellement, tu vois. Honte à toi! Mais oui, mais honte! Honte à toi! Shame on you! Que quelqu'un m'apporte la cloche! Je vais sortir le martinet, là. Non. Pour le coup, Centaure, donc c'est de l'autrice qui est connue sous deux pseudos, enfin sous deux noms. Sumiyoshi Ryo ou Suzuri Ryo, ça dépend. Elle est l'autrice d'un BL qui s'appelle Madka, mais également de Ashidaka the Iron Hero. Ah, ok.
Et en fait, pour l'histoire de Centaure, nous sommes propulsés dans un Japon médiéval dans lequel existent les centaures. Vous savez, c'est Ok. ces créatures mi-homme, mi-cheval, surpuissantes. Et donc, dans ce monde-là, les centaures, eux, vivent libres ils vivent leur vie de chevaux libres, entre guillemets. Sauf que l'être humain, lui, s'est développé et a vu chez les centaures un formidable outil de tous les jours ou de combat. C'est au choix, ça dépend qui vous êtes et quel est votre statut social dans la société humaine. Et donc, en fait, les humains se sont mis en tête de les réduire à l'esclavage pour les utiliser. Voyons un danger chez les centaures. Parce qu'il faut savoir tout de même que les centaures sont extrêmement puissants. Ce sont des êtres divins. Ce sont les enfants des dieux. Ce sont des êtres divins, des êtres mythologiques. Ils sont extrêmement puissants et ils sont réduits en esclavage pour servir d'armes de guerre. D'accord. Et donc, face à ça, certains centaures arrivent à survivre, mais n'hésitent pas, parfois, pour sauver certains des leurs, à lancer des assauts contre les humains. Et donc, il y a cette peur, en fait, entre le centaure qui, lui, risque d'être réduit en esclavage, d'être réduit à rien, à peau de chagrin en soi. Et il y a cette peur de l'homme de ne pas avoir son arme de guerre, mais surtout, potentiellement, de voir son arme de guerre se retourner contre lui. Ouais, d'accord. Et donc, effectivement, ça mènera à une peur qui s'auto-alimente. Ouais, c'est une peur qui s'auto-alimente. Il va y avoir une peur qui s'auto-alimente, mais au milieu de tout ça, va quand même avoir des personnages qui vont essayer de dépasser cette peur. Et d'un côté, soit de s'éloigner des hommes pour les centaures, soit justement d'essayer de rassurer les centaures chez certains humains pour leur prouver que tous les humains ne sont pas des monstres assoiffés de sang et de guerre. D'accord. Voilà. Ouais. Donc c'est une série en 6 tomes qui est superbe. Vraiment, pour le coup, moi je vous la recommande très fortement. Très bien. Eh bien, parfait. Donc, les centaures ramènent les hommes à leur propre faiblesse et leur propre fragilité, et donc Complètement. remettent en question leur identité. Très bien. Exactement. Et les humains manquent de compassion, d'empathie, et ça nous le verrons dans le prochain épisode. Ah, incroyable. Très bien, donc Centaure, c'est donc disponible chez Glénat en 6 tomes. Série finie. Manga de donc Sumoyoshi Ryo. Tout à Mais fait. alors, pour continuer, toujours avec la peur au fondement du fonctionnement des individus, il y a un auteur dont on a déjà évoqué le nom, qui considère que la peur est au fondement de la société, et cet auteur, bien évidemment, c'est Hobbes. Hobbes. Et oui, puisque pour reprendre les mots de Pierre Dockès, je ne sais pas malheureusement, en fait, Hobbes... On posera la question quand on le rencontrera. Ouais. Hobbes développe une théorie de l'économie de la peur. Des grands mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que chacun cherche à accumuler du pouvoir pour se défendre face à l'autre. On l'a vu, les hommes, à l'état naturel, sont des sauvages qui vont toujours chercher à défendre ce qui leur est dû. Et donc, ça va mener inexorablement à un état de guerre permanent. Hobbes, il résume ça en la phrase suivante: la peur de l'autre et l'idée que l'autre a peur de vous produisent les raisons d'avoir peur. C'est compliqué. Ouais. Mais du coup, ça remet en question la célèbre phrase qu'il met dans Léviathan, le loup est un loup pour l'homme, puisque, en fait, le loup est un loup pour l'homme, non pas par nature, parce que l'homme est dans un état naturel agressif, mais bien à cause de la situation de la méfiance totale qui pousse chacun et chacune à être calculateur. Dans Léviathan, en fait, il souligne que la défiance, elle est intrinsèque aux hommes, même chez le plus pacifiste d'entre nous. Parce qu'il y a un jeu de qui attaquera le premier. Et donc, pour défendre son droit naturel, c'est-à-dire le fait de faire ce que l'on souhaite de sa vie, il faut donc constamment jouer à la guéguerre. Exactement. Voilà. Mais du coup, cette guerre, la question c'est est-ce qu'elle est menée par des agents rationnels? D'ailleurs, par rationnel, en fait, on entend des individus capables de réaliser un calcul coût-avantage de la théorie économique classique. Ben non, les individus sont pas rationnels. Déjà, ces individus, ils ont qu'un certain niveau d'information et surtout de compréhension de la situation. Ils font que de l'anticipation. Et oui. Et oui. d'autant plus que les hommes, les personnes, peuvent réagir impulsivement sous le coup d'une passion trop forte.
Littéralement. De quoi tu parles? Franchement, toujours coup avantage, je ne réfléchis jamais à mes pulsions. Ouais, Jamais. d'accord, c'est à cause de toi qu'il y a des réductions budgétaires à tous les coins de rue, quoi. Exactement. Merci, Max. Merci, j'adore. Mais non, mais justement, ça fait écho à ce qu'on disait juste avant avec Castoriadis. Il peut y avoir une réaction sous le coup de la pulsion. Et du coup, pour Hobbes, si passion et raison peuvent évoluer ensemble, les hommes, en fait, sont myopes, pour ainsi dire. En fait, le terme de myopie est très intéressant chez Hobbes, parce que, C'est ce que je suis en train- en fait, chaque personne a des lunettes. On en revient avec le niveau d'information et de compréhension de la situation. Ce sont des lunettes qui sont déformées et qui ne donnent qu'une interprétation de ce qui se passe réellement. Et donc, forcément, puisqu'ils sont myopes et qu'ils ne comprennent pas toute l'ampleur, toutes les dimensions de la situation, eh bien, chaque peine est transformée en drame. Et surtout, les hommes préfèrent jouir d'une faible récompense sur le court terme plutôt que se penser dans le futur, et c'est-à-dire penser de manière raisonnée à long terme. Ouais, genre, là, maintenant, je peux avoir un gâteau, mais demain, je peux avoir le paquet entier, quoi. Exactement, et c'est totalement ça. Ouais, d'accord. Tu vois, en fait, le jeu de la guerre, selon Hobbes, c'est le fait pour les hommes, pour les personnes, Ouais, c'est de une passer... satisfaction à court terme, quoi, en fait. C'est ça, et passer à court terme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est passer à l'offensive. Parce qu'ils sont pas suffisamment rationnels, donc parce qu'il y a des passions, des pulsions, etc., qui vont perturber la rationalité, vont orienter le comportement, et donc, si ton voisin, tu sais qu'il peut être tout aussi impulsif que toi, eh ben, t'es obligé d'anticiper avant que ton voisin n'attaque. Putain, n'empêche, heureusement que notre société, elle fonctionne pas comme ça, hein, parce qu'il y aurait des bains de sang tous les 2 jours. Putain. Et on est bien content, on est bien content. C'est justement, qu'est-ce qui permet de ne pas tuer son voisin à la moindre occasion? Eh ben, c'est justement le contrat social qu'on a vu précédemment. Et donc, de ce contrat social naît des institutions qui régulent nos droits, nos libertés, etc. Cependant, s'il y a un jeu permanent pour la paix qui est à travers les institutions, ceux qui ne la souhaitent pas, cette paix, aussi petit soit le groupe, eh bien, ils peuvent très facilement entraîner une guerre générale. En fait, ça évoque quelque chose. Selon Hobbes, la peur est au fondement de la société. Pourquoi? Parce que le traître peut être partout, et donc je dois être toujours aux aguets et attaquer le premier, sinon c'est moi qui me fais bouffer. Le loup est un loup pour l'homme. Ouais, c'est le principe de l'attaque est la meilleure défense. C'est ça. C'est triste. Et comment illustrer ça? Eh bien, à travers les héros de la galaxie. De chez Kurokawa. Et oui, Les Héros de la Galaxie, c'est un manga disponible en 23 tomes en France, série en cours, et 29 tomes au Japon. Pour être précis, Les Héros de la Galaxie vient d'un roman écrit par Yoshiki Tanaka. Il me semble que c'est également lui qui a écrit Arslan, que vous connaissez très certainement parce que la dessinatrice c'est Hiromu Arakawa, donc Fullmetal Alchemist. Et Les Héros de la Galaxie sont dessinés par Ryu Fujisaki. Et qu'est-ce que ça raconte, les Héros de la Galaxie? Bah oui, Maxime, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben oui, eh bien, les Héros de la Galaxie nous plongent dans un univers fort lointain dans le temps, puisque ça se passe en 3586. Et non, on vous parle pas de Star Wars. Non, oh là, je vois pas du tout de quoi tu parles. Enfin, non. Dans les Héros de la Galaxie, il n'y a pas de sabre laser, mais il y a des haches laser, et ça rend la chose encore meilleure. Bref, il y a deux puissances qui s'affrontent, l'Alliance des planètes libres, une alliance démocrate, libérale comme on connaît, et l'Empire galactique, une sorte d'empire justement qui rappelle la période du Bismarck. Et au départ, on suit le quotidien de Reinhard von Mussel et Siegfried Kircheiss. Ces deux lascars vivent donc dans l'Empire, et un jour, le comte Kaiser Friedrich IV va prendre de force la Bah sœur. oui, bah il la kidnappe. Il la kidnappe. Utilisons les bons mots pour les bonnes choses. Soyons clairs, il la kidnappe. Reinhard von Mussel donc va vouloir sauver sa sœur, la libérer. Et comment il va le faire? En rentrant dans l'armée de l'Empire Galactique et petit à petit va franchir tous les échelons de l'armée jusqu'à devenir l'un des plus grands amiraux de l'Empire. Et en parallèle, eh bien, monte également un jeune prodige, Yang Wenli, qui se démarque lui aussi par une gestion des armées complètement incroyable. Et donc, le magicien et la bête féroce vont tous les deux s'affronter
pendant 23 tomes. Et donc, on l'a vu, il y a donc l'Empire et l'Alliance qui sont constamment la toile de fond de ce récit, puisque nous suivons constamment les affrontements entre Yang Wenli et Reinhardt, entre l'Alliance et l'Empire. Et donc, effectivement, c'est toujours le jeu de celui qui va attaquer en premier et comment il va attaquer en premier. En somme, les héros de la galaxie, le cœur du sujet, c'est on a toujours peur de celui qui est en face de nous parce qu'il peut nous bouffer. Effectivement, on le verra au cours de l'aventure, eh bien, des fois, on pense que les deux sont stratèges et qu'ils ne pensent justement qu'en termes de rationalité, c'est-à-dire en coût, avantage, les troupes, où est-ce qu'on va se placer, etc. Mais en réalité, pas tellement, et notamment du côté de Reinhardt, suite à un certain événement, on sent justement qu'il laisse petit à petit parler ses pulsions, par pure vanité et par haute estime de lui-même. L'arrogance, mes amis, l'arrogance. Exactement, il va devenir extrêmement arrogant, mais se fera calmer par la suite. Les deux mondes se bouffent entre eux. Voilà. C'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, mon colonel. Maintenant que on a vu que l'homme n'est pas forcément un loup pour l'homme, il y a également une autre vision en fait de la peur, celle que Lévinas, peu importe, met en avant. Il s'agit du fait de protéger les siens avant de protéger les autres, qui est également une forme de peur. Et oui. Pour Lévinas, l'autre ou l'autrui, c'est ce que moi, je ne suis pas. Jusque-là, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est bon, c'est logique. C'est l'altérité. C'est un visage qui apparaît à moi et qui m'impose son existence. Pour paraphraser Lévinas, du moment où je suis confronté à son visage, l'autre m'ordonne « tu ne tueras point ». De son existence, je suis donc responsable de mes actes, parce que l'autre se tient devant moi. Pour la simple et bonne raison, en fait, que pour Lévinas, l'autre, qu'on pourrait résumer à un objet, ne l'est pas, et devient alors mon équivalent. Ça devient un être vivant comme moi, et on approfondira un petit peu plus loin. Et en fait, de son existence, je suis donc responsable de mes actes parce que l'autre, se tient devant moi. Ce qui est plus ou moins cohérent, puisque du coup, on l'a vu, à partir du moment où je sais qui je suis, à partir du moment où j'ai mon identité, je deviens responsable de mes actes. Donc si l'autre se tient devant moi et que l'autre est l'équivalent de moi-même, tout se recoupe. Ce qui est intéressant avec Lévinas, c'est que lui développe une dimension assez intéressante qui n'a jamais été faite auparavant, c'est que pour lui, le visage est un peu la base de tout. Ouais. En fait, la responsabilité vient du fait qu'il y a un visage avec moi, je suis confronté non Une pas identité. à un objet, mais voilà, une identité. Alors, Lévinas, c'est très compliqué, c'est pas facile à lire, mais la responsabilité n'est pas de la pitié ou de l'altruisme. En fait, je suis autant responsable de sa souffrance que de sa joie. C'est une responsabilité éthique. D'accord. Éthique et morale, du coup. Totalement. Pour expliquer, si tu veux, je peux prendre l'explication de François-Xavier Bellamy, qui illustre cette responsabilité d'un exemple que je trouve très intéressant, qui est celui de l'hospitalité. Ouais. Tu vois, quand t'accueilles quelqu'un chez toi, Ouais. t'es responsable de lui. Ouais. Ouais, t'es responsable de son bonheur, tu lui prépares un repas. Oui, de tu son bien-être l'accueilles, dans ta etc. maison, quoi. Voilà. Donc, la responsabilité n'est pas seulement liée à la pitié. Ok. Je participe aussi au bonheur de cette personne. Ok. Et donc, on ne peut pas agir sur l'autre pour en faire notre reflet ou l'expression de nos actes, mais on est la garantie de sa condition, tant et si bien qu'il est lui aussi la garantie de notre condition. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On est deux visages qui se rencontrent. Et donc, voir quelqu'un heureux peut nous rendre heureux, voir quelqu'un souffrir peut nous faire souffrir. Alors du coup, petit aparté, tu vois quelqu'un qui tombe dans la rue. Lui, il souffre, mais ça fait ton bonheur. Mais donc tu es responsable du fait que ça te rende heureuse. Et c'est là où ça devient compliqué. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais donc, puisque voir quelqu'un heureux peut nous rendre heureux, on est de facto responsable, puisqu'il garantit notre propre condition. Ok. Mais du coup, vu que je suis responsable envers autrui, quelles sont les raisons qui me poussent à ne pas faire confiance à autrui ? Eh bien, deux choses. D'un côté, par souci de protection, la coquille, on se protège des autres, mais aussi par souci de sécurité de ceux dont nous sommes particulièrement responsables, c'est-à-dire les miens, les enfants, les aïeuls, les proches, les amis, bref. En fait,
Lévinas, à travers l'autre, développe cette notion de responsabilité. Je suis responsable de ce que fait l'autre parce que ses actions sont un phénomène de ma conscience. Et donc, de ce que j'ai compris, la peur de l'autre, en fait, est déterminée par le degré de proximité que j'ai avec cette personne, tout en prenant compte de la proximité que j'ai déjà avec les personnes qui sont proches de moi. À nouveau, la peur n'est qu'un résultat de la hiérarchisation que tu fais en étant proche, plus ou moins, avec les gens qui t'entourent. Ouais. Et donc là, je vais reprendre une phrase d'une littérature tertiaire que j'ai trouvée, qui est sur le site Philophile, et qui dit quelque chose de très intéressant selon moi. S'il n'y a que l'autre et moi, je peux faire plus facilement confiance. Tu vois, par exemple, on parlait dans un épisode précédent de Vendredi, la vie sauvage. Ouais. Vu qu'il n'y avait que Vendredi et Robinson Crusoe sur l'île, Ouais, oui, il n'y avait aucune raison qu'ils ne se fassent pas confiance puisqu'ils sont tous les deux sur l'île. Ouais, bien sûr. Ouais. S'il n'y a que 2 personnes, eh bien, moi et l'autre sommes plus favorables à se faire confiance. Mais, et donc je reprends la phrase de Philophile, mais le rapport à l'autre est toujours biaisé par d'autres responsabilités. Le souci des miens est à l'origine de la peur de l'autre. Par exemple, c'est comme ça qu'apparaissent les boucs émissaires. Pour protéger les autres, je vais déterminer une cible qui sera à l'origine de mes peurs, pour justement oublier toute peur de mes proches. Et donc, pour modifier ce comportement, il faut desserrer l'étau des premiers cercles d'appartenance, jouer les ellipses, les intersections, à la faveur de nouvelles entreprises. Les autres peuvent devenir les nôtres et se montrer plus proches de nos préoccupations et angoisses que ceux mêmes que nous appelions traditionnellement nos proches. Tout simplement, Ouais. ce qu'essaie de montrer la personne qui a rédigé cet article sur Philophile, c'est que si on fait l'effort de prendre en main notre responsabilité et d'ouvrir notre cercle, peut-être qu'au final, eh bien, ceux que je rencontre sont peut-être encore plus proches que ceux qui sont avec moi de base. Il y a un effort qui doit être fait, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, le degré de proximité qui pousse donc à être responsable de nos autres et à être un monstre avec ceux qui ne font pas partie du cercle. Non, Toi, on ne tu va me- pas parler de l'attaque des Titans. Ah putain, non! Non, on ne parlera pas des reines. Non! C'est pas vrai. Non. Mais on va parler de quoi alors? Les enfants de la baleine. Ah, très bien! Ce serait pas ton chouchou par hasard? Si. Ah. Je veux pas de quoi tu parles. Si, c'est mon bébé. Enfin, c'est l'un de mes bébés, en tout cas. Les enfants de la baleine, fini en 23 tomes chez Glénat, créé par Umeda Abi, qui fut, de ce que j'ai trouvé sur comme info, assistante du grand, du magnifique, Du beau, du splendide. superbe, du génie Hayao Miyazaki. Pour ceux qui ne connaissent pas Les Enfants de la baleine, lisez-le, très clairement. On se retrouve dans un monde où tout n'est plus que sable. L'océan n'est plus que sable. Et en fait, sur cet océan de dunes, de sable, de ce que vous voulez, il y a une île qui s'appelle la Baleine de Glaise, sur laquelle vit seul un peuple coupé du monde. Et très rapidement, ce peuple-là va se faire attaquer par des vaisseaux qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et en fait, on apprend plus loin dans l'histoire que le peuple de Falenia, donc le nom de la baleine de Glaise, sont les descendants en fait de personnes qui ont été exilées du pays à qui appartiennent les vaisseaux qui ont attaqué Falenia. D'accord. Et donc en fait, il va y avoir une confrontation. Et il y a un personnage très spécifique dans Les Enfants de la baleine qui représente à la fois la peur et l'ouverture au monde. Il s'agit du personnage de Oni. D'accord. Au début de l'histoire, Oni est un adolescent surpuissant, parce qu'il faut savoir que dans Les Enfants de la baleine, dans le peuple de Falenia, il y a les marqués et les non marqués. Les non marqués, ce sont des gens qui n'ont pas de pouvoir. Et les marqués, ce sont ceux qui, en échange d'une espérance de vie beaucoup plus courte, vont avoir des dons, qui vont pouvoir manipuler une énergie cosmique, enfin une énergie vitale qui s'appelle le Samia, qui va leur permettre de faire beaucoup de choses, notamment de déplacer des choses, de soulever des gens, enfin bref. Voilà. Et en fait, Oni, lui, est un marqué, et c'est surtout le marqué le plus puissant de l'île, et il est en pleine rébellion. Lui, il ne rêve que d'une chose, c'est de quitter Falenia pour découvrir le monde, parce qu'il en a marre, il se sent comme dans une bulle, comme dans un bocal. Sauf que le jour où, en fait, son île va se faire attaquer, il va se transformer en l'un des derniers remparts de l'île. Mais il va tout de même accepter des éléments extérieurs de son île pour permettre à son île de se développer. D'accord.
Et donc, il y a toute cette notion de confrontation avec ce qu'on ne connaît pas. Cette notion de on s'ouvre au monde alors qu'on a peur. Parce que typiquement, très tôt dans l'histoire, la baleine de glaise, en fait, est dirigée par le Conseil des Anciens. Et lorsqu'ils vont se faire attaquer, alors je spoil un peu, j'en suis désolée, mais c'est vraiment important pour que vous compreniez bien l'histoire. Lorsque l'île va se faire attaquer, le Conseil des Anciens va trouver une solution radicale, le suicide collectif. Wow, ok. Et là, en fait, c'est à partir de là où tout va changer, puisque la majorité de l'île va s'y opposer, et ils vont commencer à chercher des solutions et à se diriger, à essayer de trouver de l'aide ailleurs, chez d'autres qu'ils ne connaissent pas encore, etc., etc. Tout en cherchant à protéger les leurs, ils vont sortir de leur zone de confort pour essayer justement d'évoluer et d'aller plus loin, et de vivre, en fait, tout simplement. Trop bien. Donc effectivement, ils ouvrent leur cercle, tout simplement. Exactement, ils ouvrent leur cercle, puisqu'il faut savoir que très tôt dans l'histoire, Shakuro, qui est l'un des personnages principaux des Enfants de la Baleine, va visiter, entre guillemets, un navire abandonné, sur lequel il va rencontrer une fille qu'il va appeler Lycos, D'accord. qui vient du pays qui les attaque. Et Lycos, au même titre qu'Oni, a été conditionné et va vite réaliser que avoir peur de l'autre, c'est pas la solution. Très bien. Et bien justement, excellente transition, puisque Les Enfants de la Baleine, disponible chez Glénat, parle du fait que finalement la solution n'est pas dans la peur de l'autre. Eh bien, comment combattre cette fameuse peur pour que l'autre soit, au final, vecteur de transformation, de rapprochement, voire de transcendance? Eh bien, on va continuer avec Lévinas. Ah, cool. Lévinas, tout à l'heure, il nous a dit « Tu ne tueras point », mais en fait, cette citation, elle n'est pas tout à fait correcte. Lorsqu'on lui demande à Lévinas « Que suis-je face à l'autre ?», sa réponse est « Je suis celui que l'autre interpelle et à qui il commande, tu ne tueras point ». Autrement dit, tu ne te mettras jamais dans la position de considérer l'autre comme un cela. Donc tu ne te mettras jamais dans la position de considérer l'autre comme un objet. Et voilà. Et c'est pour ça. Tout à l'heure, je te disais, l'autre, on le voit comme un objet, mais non, justement. Lévinas ne le voit pas comme un objet. L'autre n'est donc pas un objet, ce que la peur peut tendre justement à nous faire croire. Et oui, et voilà. Je et l'autre sont en réalité les deux faces d'une même pièce qui forment à eux deux la société. Par contre, il est crucial, vraiment, il est vraiment crucial de séparer le moi de l'autrui. Et ça, l'autrui, pour le coup, on l'a déjà dit, mais on l'approfondira dans le dernier épisode de cette saison. Ouais. L'autre n'est pas mon semblable. Il n'est pas moi, il n'est pas similaire à moi. Il est totalement étranger à moi. Je ne suis pas Max, Max n'est pas moi. Exactement. À nouveau. Karna, par rapport à moi, est un non-être. Et je suis un non-être par rapport à elle. Tout à fait. Non, enfin, c'est pas une... Je veux pas t'insulter. Non, mais c'est... Écoute, on a vécu des choses ensemble, on peut pas... C'est pas grave, je suis un non-être, je me vois comme un slime, je le vis plutôt bien. Non, mais justement, il y a soi et l'autre. C'est ça. Mais pour aller un peu plus loin, lorsqu'on reprend le concept de responsabilité, et je vous renvoie à notre épisode sur le sujet, l'autre devient premier en fait dans ma vie. Bah oui. À partir de là, il y a un renversement métaphysique. À nouveau, on reprend Bellamy. Il ne faut pas penser l'autre à partir de l'être, mais plutôt l'être à partir de l'autre. Vous l'avez ? C'est bon ? Ainsi, avec ce nouveau paradigme, eh bien, en fait, on passe d'une réalité basée sur le « je » à une réalité basée sur l'autre. Et oui, du coup, à quoi bon avoir peur de celui qui nous donne du sens ? C'est l'apparition de la philosophie éthique. On l'a vu avec le visage, l'autre m'impose sa présence, j'en suis donc responsable, et puisque j'en suis responsable, il est à l'origine de mes actions. Et donc, comme tu le disais, puisque l'autre me détermine, eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, par conséquent, on tend, comme tu le dis, à une philosophie éthique et morale. Et ça, personnellement, je l'ai bien vu avec Dororo, du père des mangas, bien évidemment, Osamu Tezuka. Mais qui est cette personne ? Osamu Tezuka, bon, un petit gars, il a fait 2-3 trucs. Hein. Mais seulement 2 ou 3, je crois. Hein. Sa bibliothèque est pas très remplie. Mais donc, Dororo est un manga donc, d'Osamu Tezuka en 4 tomes disponible chez Delcourt, mais il y a également
un animé disponible sur Prime Video. Pour les besoins de cet épisode, j'ai regardé l'animé, qui est excellent, que je vous conseille. Et effectivement, la relation entre l'être et l'autre, ou plutôt comment l'autre fait surgir l'être, eh bien, je l'ai vu dans la relation entre Yakimaru et Dororo. Mais avant ça, qu'est-ce que ça raconte Dororo Dororo, c'est l'histoire de Yakimaru, qui est totalement infirme, puisque à sa naissance, son père a vendu 48 parties de son corps pour des démons. Il va devenir, donc à sa naissance, un être difforme, qui va être abandonné et qui va être recueilli par un chirurgien qui va lui affubler des prothèses. Sauf que, vu qu'il n'a plus de corps, pour ainsi dire, eh bien, Yakimaru ne voit pas, n'entend pas. La seule chose qu'il ressent, c'est des sortes de flammes qui représentent des démons. Donc Yakimaru va partir à la chasse aux démons, c'est la seule chose qu'il sait faire au final. Et sur son chemin, il va rencontrer donc le petit Dororo, qui est un voleur espiègle, et donc qui donne le nom à ce magnifique ouvrage. Et donc ensemble, ils vont arpenter tout le Japon féodal pour que Yakimaru retrouve son corps. Et donc, ce qui est génial avec ce manga, c'est que Yakimaru devient ou redevient un être par la présence de Dororo, c'est-à-dire que certes, il va tuer des démons, et c'est ça qui va lui donner de nouveau les parties de son corps, mais il ne va comprendre le monde qui l'entoure qu'à travers sa relation avec Dororo, et donc Dororo est celui qui va donner un sens à notre protagoniste. Dès lors, notre protagoniste va devenir responsable de son ami, puisque au final, certes, il y a les démons, mais c'est la relation qu'entretient Yakimaru avec Dororo qui sera au final le cœur de l'histoire, et aussi qui sera la beauté de ce récit. C'est beau. C'est beau, hein. C'est magnifique. J'ai envie de chialer, putain. Putain. Mais ce qui est intéressant, c'est que t'as Merleau-Ponty aussi qui a des choses à dire sur le sujet. Dans sa note sur Machiavel, Merleau-Ponty avait déjà remarqué à quel point les rapports entre les hommes sont en réalité en miroir. Et là, on parle pas d'individus, on parle vraiment des rapports interpersonnels. Puisqu'il dira « Chacun ressemble mystérieusement à chaque autre, méfiant s'il est méfiant et confiant s'il est confiant. » Ce qu'il faut comprendre dans cette phrase, c'est que si tu as peur de l'autre, il peut éventuellement le ressentir et donc avoir également peur de toi. Que là, voilà. Mais on le verra plus en profondeur avec la notion d'alter ego et du coup l'ouvrage de Merleau-Ponty, la phénoménologie de la perception. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait Merleau-Ponty s'inscrit dans la phénoménologie, ce mot est très compliqué, C'est chiant. de Husserl, en considérant qu'en fait nous pouvons changer de paradigme pour comprendre le monde, et ce en le comprenant à travers le moi. Du coup, Max, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ouais, alors la phénoménologie, effectivement, c'est très compliqué. Je suis pas la seule à galérer. Hein. C'est très chiant. Pour résumer très brièvement, et à nouveau, on y reviendra sur l'épisode sur l'alter ego et sur l'épisode sur l'ego, c'est que, en fait, au lieu de voir le monde comme un ensemble d'objets qui existent en tant que tel, Husserl souligne le fait que le monde peut aussi exister à travers la manifestation de ma conscience sur le monde. Par exemple, c'est l'exemple qu'il prend. Quand Galilée a découvert les lunes de Jupiter, ces lunes, elles existaient en tant que telles. Oui, Par elles contre, n'existaient pas avant parce qu'il les connaissait pas. Voilà, c'est ça. C'est parce que mon regard s'est porté sur ces lunes qu'elles sont apparues. C'est un phénomène de ma conscience. Et dès lors, elles existent dans le monde phénoménologique. Pour autant, tu vois, pour revenir à Merleau-Ponty, en fait, ce qu'essaie de dire Merleau-Ponty, c'est que le soi n'évolue pas dans un monde fermé, au sein duquel il applique sa subjectivité. Hein, tu vois, on n'est pas du tout dans le subjectivisme absolu, où la vérité serait tout le temps remise en question, etc. Non, au contraire, en fait, le jeu n'existe qu'en relation avec le monde, et donc, pour s'accomplir en tant qu'être, il doit rejeter tous ses présupposés, notamment la peur, pour qu'il s'ouvre enfin aux horizons de sens de ce monde infini. Donc, pour résumer, j'enlève toute considération présupposée, ce qu'il appellera la doxa,
Je me mets en relation avec les autres, et cette relation, ce regard porté sur autrui, me permet de m'inscrire dans un monde global. Ça me rappelle un manga. Ben, justement, quand l'être est en connivence avec le monde, quand il y a une intercorporéité, pour citer le terme de Merleau-Ponty, est-ce que ça te rappellerait pas un petit manga ? Si, un elfe. Une petite Un elfe. petit elfe, hein. Ouais, une petite elfe. Si. C'est un manga de chez Kiyun, en 12 tomes en France, 13 tomes au Japon et série en cours. Et je crois même qu'il y a un animé. Un animé, non. Ouais. Je crois que Un excellent animé, non, peut-être. il me semble. Ouais. Il me semble. Et il s'agit de Frieren. Et ouais. Alors, quel est le rapport entre Frieren et justement Merleau-Ponty ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas Frieren, c'est l'histoire donc d'une elfe du nom de Frieren qui a participé aux côtés de ses compagnons, dont le jeune héros Himmel, le nain Aizen et le prêtre Aether. Je l'avais jamais dit à l'oral et je viens de me rendre compte de la... Très bien. Ouais. Donc, aux côtés de ses compagnons, ils ont vaincu le roi des démons. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un elfe, c'est un être qui vit extrêmement longtemps. Et donc, Frieren se retrouve dans cette configuration-là où ils ont vaincu le roi des démons, ils ont ramené la paix dans le royaume, et du coup, ils retournent un petit peu à leur vie normale, à leur vie passée. Et le temps va s'écouler. Sauf que Frieren, elle est un peu en mode, voilà quoi, on se sépare, mais ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, moi en apparence. Et pour le coup, elle, une décennie ou deux, ça pèse pas très lourd en fait dans la balance. Et donc elle va reprendre la route toute seule, elle promet de retrouver ses camarades, ils se donnent rendez-vous 50 ans plus tard. On s'était donné rendez-vous dans 20 ans. 50 ans. 50 ans. Voilà, apparemment. dans 50 ans. Elle tient parole, elle revient. Le seul problème, c'est qu'en fait, ces retrouvailles sont plutôt de courte durée, puisque ce sont aussi les derniers instants d'Himmel. Et là, Frieren, elle est sous le choc. Ouais, c'est ça, elle va pas bien. Enfin bref, elle est Frieren sous... et Choc-Bar. C'est ça. Pour ceux qui ont moins de 20 ans. Choc-Bar de baiser, Frieren, hein. Ça, c'est pour ceux qui ont moins de 15 ans. Mais bref, Frieren est sous le choc. Elle réalise que la vie des humains est bien courte par rapport à la sienne. Et que, en fait, elle a beau être experte en son domaine, à savoir la magie, elle comprend que dalle aux humains. Eh oui. Et donc, il lui reste beaucoup de choses à apprendre. Et en fait, elle va se fixer un nouvel objectif. S'initier aux arcanes du cœur, s'initier aux arcanes de l'être humain. Et donc, en fait, au début du manga, Frieren a un côté très détaché par rapport à tout ce qu'elle vit, comme si elle était là sans être là. Et en fait, plus elle va rencontrer des gens, plus elle va vivre des expériences, plus elle va se lier au monde et s'ouvrir et sortir de sa coquille, plus on va la voir évoluer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, on aime ou on n'aime pas Frieren, c'est un manga qui est plutôt de type tranche de vie assez chill, à mon sens. Mais pour le coup, à titre d'exemple, je sais que Frieren, par certains, est plébiscité comme une excellente représentation des personnes atteintes d'autisme. D'accord. Je savais pas du tout. Très bien. Parce qu'en fait, je vais le redire, mais il y a autant d'autisme différents qu'il y a d'autistes. Mon autisme va être différent de celui de mon voisin. Celui de mon voisin va être différent de celui de son voisin, et ainsi de suite. Et en fait, il s'avère que majoritairement, ou en tout cas chez visiblement une certaine partie des autistes, les émotions, c'est pas tout à fait ça. On ne les représente pas de la même manière, on ne les vit pas de la même façon, et on a ce côté très détaché où c'est qui tout double, c'est soit on est très détaché de la situation, on donne l'air d'être très détaché d'une situation, soit on est très exubérant dans une situation et du coup on passe pour être des acteurs. On surjoue. D'accord. Ouais. Et Frieren, elle a ça en fait, elle a ce côté très détaché d'une situation, alors qu'en fait intérieurement, elle sait juste pas comment l'expliquer, elle sait juste pas comment l'exprimer. Et du coup, plus elle va se lier aux gens, et plus en fait ses horizons vont s'ouvrir. Et tu vois, quand Merleau-Ponty dit chacun ressemble mystérieusement à chaque autre, méfiant s'il est méfiant, confiant s'il est confiant, c'est drôle parce que dans ma lecture, il y avait aussi un côté où effectivement, quand elle est distante, les autres sont exactement. Bah ouais, parce qu'en fait, alors même si elle l'est pas forcément, tu sais, elle a cette distance de la situation, elle est très factuelle, elle est là en fait.
Bah, même Mais- les elfes entre eux. Mais même les elfes entre eux. Mais les elfes sont connus pour avoir ce côté distant et hautain Ouais, déjà voilà, de base, en justement, fait. ouais. Mais chez l'être humain, en fait, on a ce côté. Lorsque un elfe parle d'un être humain, il va bien insister sur le fait qu'ils sont contrôlés par leurs émotions. Oui. Que l'elfe est plutôt raisonné, il est plutôt intellect, il est. Voilà. Tiens, très, très dans l'arrogance, très dans le côté Oui, hautain. Oui, bien sûr. Et c'est là où tu réalises que déjà, il y a une différence de culture entre les deux espèces. Donc ça, très bien. Si vous êtes un elfe, je suis désolée. Je vous aime bien quand même. D'ailleurs, si vous pouviez nous donner le secret de la longévité. Enfin, non. Ouais, ce serait Non, pas à tout le monde, mais voilà. Non, mais... Mais du coup, elle, dans certaines situations, elle va paraître très hautaine, enfin très distante. Et en fait, le fait qu'elle paraisse distante, les gens vont se méfier d'elle parce qu'ils vont se dire putain, elle prépare un mauvais coup. Alors qu'en fait, elle sait juste pas comment réagir. Elle est juste en mode bah, la situation, elle est telle quelle, quoi. Enfin, vous voulez que je fasse quoi, les gars? Enfin... Et en vrai, là, de ce que tu dis, je remarque un truc, c'est que tu vois, tu parles des elfes et du fait qu'ils sont extrêmement raisonnés. Ouais. Or, on l'a vu, au début de l'épisode, on disait, avec Astoriadis et Hobbes, c'est que la raison, un comportement rationnel, permet de ne pas succomber à la peur. Or, là, avec Frieren, c'est par la raison qu'il y a un côté détaché et qui nourrit une situation où... d'angoisse. Ouais, exactement. Où la protagoniste, Frieren, n'est pas en connivence avec le monde dans lequel elle évolue, ce qui enlève de son identité, de son Complètement. être. Complètement. Et puis, en plus de ça, ce que je m'attendais à ce que tu dis, c'est que les elfes se présentent comme étant des êtres très raisonnés, mais sont pour autant extrêmement méfiants par rapport à l'autre, par nature. Ah, faut surtout pas que l'elfe il se mélange. Faut pas que l'elfe il aille je ne sais où. Faut pas qu'il soit ami avec les humains. Dans les films du Seigneur des Anneaux, on a cette représentation est très bien faite, notamment sur la relation entre Legolas et Gimli. Et oui. Comme quoi, faut savoir des fois ne pas être trop raisonné non plus. Et donc, c'est là où on en revient à un facteur très important, Piran, mais également le point sur un autre facteur important, bah, c'est la confiance. Eh ben oui. Eh ben oui, mon petit Jackie, eh ben oui, la confiance. D'ailleurs, c'est pour cela que Alain, donc d'Émile Chartier, De son vrai nom. dans un de ses propos d'un Normand, affirme, alors, les Normands, on s'enflamme pas, c'est pas parce qu'il y a un livre qui parle de vous que, voilà, on se calme. Donc, Émile Chartier, dans un de ses propos d'un Normand, affirme « Je puis, à force de vouloir, espérer et croire enfin que les choses iront comme je veux. Mais elles vont leur train. D'où je vois bien que ma prière est d'un nigaud. Mais quand il s'agit de mes frères les hommes ou de mes sœurs les femmes, tout change. Ce que je crois finit souvent par être vrai. Si je me crois haï, je serai haï. Pour l'amour, de même. Si je crois que l'enfant que j'instruis est incapable d'apprendre, cette croyance écrite dans mes regards et dans mes discours le rendra stupide. Au contraire, ma confiance et mon attente est comme un soleil qui mûrira les fleurs et les fruits du petit bonhomme. Je prête, dites-vous à la femme que j'aime, des vertus qu'elle n'a point, mais si elle sait que je crois en elle, elle les aura. Plus ou moins, mais il faut essayer, il faut croire. Le peuple méprisé est bientôt méprisable. Estimez-le, il s'élèvera. La défiance a fait plus d'un voleur. Une demi-confiance est comme une injure. Mais si je savais la donner toute, qui donc me tromperait? Il faut donner d'abord. C'est magnifique. Mon récital était superbe. Ouais, c'est... mais je trouve que Alain écrit, mais d'une manière... Enfin, ça se voit qu'il a été professeur, c'est splendide. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour lui, tout le monde court après le bonheur. Mais le bonheur, c'est un peu comme la confiance, en réalité. C'est quelque chose qui se conquiert plus qu'on ne le reçoit. C'est un combat quotidien qu'il faut réussir à gagner ou qu'on perd, mais c'est pas quelque chose qu'on nous offre sur un plateau. Et du moment où je donne ma pleine confiance, j'ai pas réellement de raison d'être trahi. Donc en fait, là où la peur permet de se complaire dans un environnement oisif et qu'on va jamais remettre en question, qu'on ne va jamais questionner, la confiance devient un pari, un risque, un saut vers l'inconnu.
une tentative de se tourner vers un avenir meilleur et commun. Ah, c'est beau. C'est pas de moi. Et oui, c'est d'Alain. Et voilà. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que derrière la peur, alors oui, il y a cette forme de repli sur soi, mais à contrario, on peut choisir de faire confiance et en fait, justement, de sortir de sa coquille et de tendre la main vers quelque chose d'un peu plus intéressant, de plus riche, quelque part. La peur, à nouveau, elle renvoie vers un statut de conservation, ce qui malheureusement détermine des discours qui, on le voit aujourd'hui, sont extrêmement liberticides, au final. Tout à fait. Eh bien, là, c'est justement un risque, comme tu l'as dit, et il faut donner d'abord, montre bien le fait que ce n'est pas quelque chose qui doit être attendu, mais quelque chose qu'on doit provoquer. Bah, c'est un investissement, en fait. Donner sa confiance à quelqu'un, c'est investir en cette personne. Et ça participe à la philosophie éthique qu'on a vue précédemment. C'est-à-dire que, oui, ce n'est pas facile. À nouveau, nous ne sommes pas des individus rationnels. On a nos pulsions qui nous déterminent. Cependant, à la manière de l'enfant que j'instruis, je suis responsable de son avenir, tout comme il est responsable du mien. Et on ne peut pas s'élever seul, mais toujours, à nouveau, dans une logique de relation. Ça me fait penser un petit peu à un jeu vidéo, ça, Ouais. qui s'appelle Ark. Ah, avec les dinosaures ? Oui. D'accord. T'as une vraie notion, justement, d'élévation en s'appuyant sur les autres. Et je dis ça parce qu'il y a un animé qui est sorti, s'inspirant de Ark, qui est dispo sur Paramount+, qui reprend... parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, tu as de l'aide d'un personnage, si j'ai bien compris, qui s'appelle Helena Walker. D'accord. Et en fait, l'animé suit l'histoire de Helena Walker et de comment elle s'est élevée, elle. Très bien. Et donc, tu assistes justement à des conflits d'intérêts, des conflits de territoire, des conflits de puissance, machin. Typiquement, tu as un Romain qui rêve que d'une chose, c'est de retourner à Rome pour montrer sa puissance, machin, etc. Et donc, tu as ce truc de comment est-ce que Helena va réussir à s'élever et à élever, en fait, l'être humain qu'elle est. Grâce aux autres. Grâce aux autres, grâce aux connaissances qu'elle va acquérir, grâce à ce qu'elle va transmettre aux autres et à ce que les autres vont lui transmettre, etc., etc. Très bien. Et ça te faisait penser à un autre manga, il me semble, qui a lui aussi eu un animé récemment sur ADN, il me semble. Et ce manga, c'est... C'est un manga français. Un manga français, si vous le connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte, les gars. Tu vois ça, c'est français. Pas mal, non ? Cocorico. Il s'agit de Radiante. Et oui. Voilà. Il s'agit de Radiante. Je coupe court à tout espoir que ce soit Silence ou autre, c'est Radiante. Donc Radiante, c'est l'histoire d'un petit sorcier qui s'appelle Seth, alias le cornu, pour les intimes. Ok. En fait, comme tous les sorciers, lui, c'est ce qu'on appelle un infecté. Donc on en revient tout à l'heure, les enfants de la baleine, marqués, non marqués, bah lui c'est un infecté. Ah putain, merde. Voilà, ils ont tous... Moi aussi, je veux être infecté, les gars. Donnez-moi des pouvoirs. Mais bref, Seth est un infecté. Ce sont des rares êtres vivants ayant survécu au contact des Némésis, donc des créatures qui sont tombées du ciel et qui contaminent et déciment tous ceux qui touchent. Ouais, non, je veux pas avoir de pouvoir, personnellement. Ouais, je sais pas. Moi, je veux bien. Hein. Ah, carrément. Pour ton anniversaire. C'est bientôt. Ah. Et en fait, lui, pour le coup, il a choisi de devenir... chasseur et de combattre les Némésis. Il va partir en quête pour trouver le Radiante, le berceau présumé des Némésis. Et en fait, dans sa quête, il part tout seul. Et lui qui est tout seul, il y a un moment donné où il va devoir faire confiance à d'autres personnes pour pouvoir réussir à se dépasser, à surmonter les obstacles. Et réciproquement, dans certaines situations, les gens vont devoir lui faire confiance. Alors que les sorciers... Et ils ont pas forcément une super cote de popularité, tu vois, genre vraiment on est vraiment dans le mode la chasse aux sorciers, la chasse aux sorcières, c'est l'inquisition. D'ailleurs, il y a l'inquisition, enfin bref. Du coup, en fait, Seth va devoir à un moment donné faire confiance à des gens qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam pour pouvoir avancer et réciproquement. Et donc il survint sa peur. Ouais, après pour le coup, Denis Valente le montre pas souvent en ayant peur, parce que
7, c'est le cliché de l'adolescent ou de l'enfant qui a peur de rien, comme toi en début d'épisode, et qui donne très facilement sa confiance. D'accord. Mais il y a quand même cette notion de, pour avancer, il faut qu'il donne sa confiance. Et il y a des moments où, effectivement, dans l'histoire, il a peur et il est obligé de faire confiance à celui qui se trouve devant lui et qui peut lui apporter la solution. Très bien. Et donc, au final, atteindre le bonheur. Bah ça, on sait pas, c'est pas fini. Ah merde, putain. C'est toujours encore. Il y a 18 tomes, c'est chez Ankama. Ouais. Je ne sais pas quand est-ce que doit sortir la prochaine saison de l'animé. Je sais même pas si elle a été annoncée, d'ailleurs, en plus. En tout cas, magnifique animé aussi. Oui, l'animé est très sympa. L'animé est très sympa, dispo sur ADN, Crunchy apparemment et Netflix. Très bien. Voilà, Bon, camarades. eh ben, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait dire. Et du coup, t'as peur maintenant ? Je commence un peu à avoir peur. Je pense que... Ça va être le dernier épisode ça va être le dernier épisode d'Entre-Pods. je vais fuir dans ma forêt. Non, dans ta rue. Non, mais dans ma rue. Je vais fuir le vieux. Je crois que cet épisode m'a appris une chose, c'est que j'ai bien peur que ma bibliothèque va encore craquer. Avec tous les mangas dont on a parlé, je sens que mon PEL va exploser, ma bibliothèque va craquer et T'as encore mon ton banquier PEL, toi ? Sujet sensible. Parce que moi, je l'ai plus depuis longtemps. Conclusion, celui qui a peur, ce n'est pas l'homme, mais bien mon banquier quand il va voir le nombre de mangas que j'ai achetés. En tout cas, les pulsions auront parlé. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiendrais de cet épisode, Karna ? Que la peur est une émotion et qu'il faut savoir contrôler ses émotions et les dépasser pour pouvoir évoluer. Déployez vos ailes, mes petits oiseaux. Ah là là, mais envolez-vous vers d'autres cieux. Et là, j'ai eu l'image de Quasimodo qui lâche ses pigeons, je sais pas pourquoi. Pardon. Putain. Pardon, qu'est-ce que t'as pris avant l'épisode ? J'ai une dette de sommeil. Rappelons-le. J'ai bossé à Disney pendant 2 ans. Il y a des restes. Putain, merde. Il y a des restes. Oh, Voilà. bonjour Karna. Oh non, il est de retour. Alors, pour l'anecdote, les gamins me prenaient pour Blanche-Neige. Oh, c'est Mimi. Non, c'est pas Mais Mimi. si. On prend pour la princesse la plus conne de toute l'histoire de Disney. Oh, mais écoute, Alors elle, la peur, elle connaît pas. Hein. Elle va dans une maison avec 7 nains qu'elle connaît ni neuf ni d'Adam. Elle accepte une pomme d'une meuf qu'elle connaît ni neuf ni d'Adam. La peur, c'est Walou. Hein. Mais justement, c'est la confiance envers les autres. Tu vois, c'est un pari vers l'avenir. Et au final, c'est le bonheur. Ouais. Pas sûr. Ouais, je suis pas sûr, hein, moi, perso. Il y a pas une Blanche-Neige 2. Hein. Ouais, c'est pas... Oh putain, elle a raison. Bon, en tout cas, je pense qu'on va terminer notre débat en off. Merci énormément de nous avoir écoutés à nouveau. Et n'ayez pas peur de nous, on ne mord pas. Oui, alors parle pour toi, hein, parce que moi, la dernière fois, je me suis tapé une petite oreille, là. Pas mal. C'est une blague, Karna. Me regarde pas comme ça, je t'en supplie. Pourtant, je lui ai donné à manger avant de commencer l'épisode. Hein. Je suis désolée. Il y avait un vieux dans ma rue, il y en a plus maintenant, quoi. En tout cas... merci beaucoup. J'espère que l'épisode vous a plu. On se donne rendez-vous au prochain épisode pour parler de la Compassion. Parce qu'après la peur vient la compassion. C'est beau, ça. Ouais, je sais pas. On verra. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux, sur les plateformes d'écoute. Ça a été un plaisir de préparer cet épisode. Merci beaucoup, Karna. Merci à toi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas une chose essentielle, le manga est né livre, et partout, il est dans les cases. C'était Entrepods, merci énormément, et passez une excellente journée, une excellente soirée. Salut. Allez, bisous. Au revoir. Allez, ciao. Tchuss. L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.